Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Conversation 1. Question 1. Salut Clara, ce soir je vais préparer des légumes. Tu penses que les enfants vont apprécier? C'est une bonne idée parce qu'ils adorent ça. Conversation 2. Question 2. Ça fait un bon moment que je cherche le chat. Tu sais où il se trouve? Il est dans ta chambre. Il dort sous le lit. Conversation 3. Question 3. Salut Stella, ça te dit de participer à un spectacle de rue? Super, j'ai toujours rêvé de le faire. C'est pour quand? Conversation 4. Question 4. Allô Pierre, on t'attend tous. Tu es où? Désolé, je suis encore au bureau. Je vais arriver avec un retard d'environ 30 minutes. Question 5 à 8. Annonce publique. Vous allez entendre des annonces publiques. Écoutez chacune des annonces et répondez à la question. Annonce 1. Question 5. Chers clients, venez au rayon cosmétique découvrir la nouvelle gamme de soins de la peau révolutionnaire. Formulée avec des ingrédients naturels, éclat brillant hydrate, régénère et illumine votre peau. Ne manquez pas cette opportunité de rayonner. Annonce 2. Question 6. Chers passagers, bienvenue à bord. Nous vous prions de bien vouloir attacher votre ceinture et de garder vos effets personnels avec vous à tout moment. Ne vous levez qu'en cas d'urgence ou bien quand le bus est à l'arrêt. Bon voyage. Annonce 3. Question 7. Attention, chers voyageurs. Nous vous informons que le train en provenance de Lyon et à destination de Paris arrivera avec un retard d'1 heure en raison d'un incident sur la voie. Nous nous excusons pour ce désagrément et vous remercions de votre compréhension. Annonce 4. Question 8. Chers clients, à l'occasion des fêtes de Noël, votre magasin préféré sera exceptionnellement ouvert ce dimanche de 10h à 18h. Venez profiter de nos offres spéciales et trouver le cadeau parfait pour vos proches. Joyeuses fêtes! Question 9 à 14. Message sur répondeur téléphonique. Vous allez entendre des messages sur répondeur. Écoutez chaque message et répondez à la question. Message 1.
Question 9. Salut Pierre, c'est Chloé. Désolée, je dois reporter notre sortie prévue demain. On peut se retrouver la semaine prochaine? Appelle-moi quand tu as un moment pour en discuter. Merci, à bientôt. Message 2. Question 10. Salut Luc, c'est Cassandra. J'ai une grosse grippe et je ne pourrai pas venir en classe aujourd'hui. Peux-tu m'envoyer tes notes de cours plus tard? Merci beaucoup et à bientôt. Message 3. Question 11. Bonjour, monsieur Tapi. C'est le cabinet du docteur Clémenceau. Nous vous appelons pour confirmer votre rendez-vous de demain 13 heures avec le dentiste. Merci de nous rappeler à ce numéro. Message 4. Question 12. Allô Séraphin. Je t'appelle concernant le pont numéro 12. Compte tenu de notre situation financière qui n'est pas très bonne en ce moment, penses-tu qu'il serait mieux de l'équiper d'un moteur neuf ou alors il faudrait juste réviser l'ancien? Rappelle-moi vite. Message 5. Question 13. Allô Judith, comment vas-tu? Je t'appelle pour savoir quels sont les plus beaux endroits à visiter dans ta ville. En fait, je vais y passer le week-end avec mes enfants. Tu m'appelles plus tard? Merci. Message 6. Question 14. Bonjour Julie. C'est Gaspard. Tu vas bien? Je t'appelle pour te demander de revenir urgemment sur Paris pour nous prêter main forte au bloc opératoire. En fait, les malades affluent à l'hôpital et nous sommes en nombre limité, car Pierre et Marie ont chopé un virus. Tu pourras repartir en vacances à la fin du mois. J'espère que tu comprends. À bientôt. Question 15 à 20. Micro-trottoir. Micro-trottoir 1. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Devrait-on imposer la lecture aux enfants? Indiquez si la personne interrogée. A. Pense qu'on devrait le faire sans hésiter. B. Pense qu'on devrait le faire en tenant compte de leur goût. C. Pense qu'on ne devrait pas du tout le faire. D. Est sans opinion sur la question. Personne 1. Question 15. Je pense qu'imposer la lecture aux enfants peut être bénéfique. Cela encourage leur imagination, améliore leurs compétences linguistiques et les prépare mieux pour l'avenir. Cependant, il est crucial de choisir des livres adaptés à leurs intérêts pour susciter leur amour de la lecture, plutôt que de les forcer à lire contre leur gré. Personne 2. Question 16. Pour moi, imposer la lecture aux enfants est essentiel. Cela développe leur imagination, améliore leurs compétences linguistiques et prépare leur avenir. C'est une base incontournable de l'éducation.
Personne 3. Question 17. Pour moi, c'est de l'histoire ancienne. Imposer la lecture aux enfants n'est plus nécessaire aujourd'hui. Les nouvelles technologies et les activités sportives offrent des alternatives riches et éducatives pour leur développement. Micro-trottoir 2. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Êtes-vous pour ou contre l'école à la maison? Indiquez si la personne interrogée A. Est pour cette pratique. B. Est pour cette pratique dans certains cas. C. Est totalement contre cette pratique. D. Est sans opinion sur la question. Personne 1. Question 18. Je m'inscris en faux contre la scolarisation à domicile. Cette pratique prive les enfants de la socialisation nécessaire, limite leur accès à des ressources éducatives diversifiées et peut affecter leur développement global. Personne 2. Question 19. Toujours penser que l'école à la maison limite la socialisation et l'accès à des ressources éducatives variées. Cependant, pour les enfants ayant des besoins spéciaux, elle peut offrir une adaptation et une attention personnalisée essentielles à leur développement. Alors, dans ce cas, pourquoi ne pas essayer ? Personne 3. Question 20. Il est difficile de donner un avis sur la question. D'un côté, elle offre une flexibilité et une attention individualisée, surtout pour les enfants ayant des besoins spécifiques. De l'autre, elle peut limiter la socialisation et l'accès à une diversité de ressources éducatives. Questions 21 et 22. Chronique radio. Vous allez entendre 2 chroniques diffusées à la radio. Écoutez chaque chronique et répondez à la question. Chronique 1. Question 21. Ce matin, allons en Italie pour parler d'Antonio Lacava, un ancien instituteur italien au cœur d'une initiative remarquable. À bord de son Bibliomotocaro, une bibliothèque mobile qu'il a transformée à partir d'une vieille camionnette, Antonio parcourt les villages de la région de Basilicate. Son objectif, rendre la lecture accessible à tous les enfants, même ceux vivant dans les zones les plus reculées. Chaque semaine, il apporte des livres et le plaisir de la lecture à des centaines d'enfants, les inspirant à développer leur imagination et leur amour pour les livres. Antonio Lacava incarne la passion et la dévotion, prouvant que l'accès à la culture peut changer des vies. Son Bibliomotocaro n'est pas seulement une bibliothèque ambulante, c'est un symbole de générosité et de dévouement envers l'éducation et le bien-être des jeunes générations. Question 22. Chronique 2. Bonjour à tous, aujourd'hui parlons du food surfing, une tendance culinaire qui gagne en popularité. Le food surfing permet aux voyageurs de découvrir la gastronomie locale d'une manière unique, en partageant un repas avec des habitants chez eux. Grâce à des plateformes en ligne, les foodies peuvent se connecter avec des hôtes passionnés, prêts à cuisiner pour eux des plats traditionnels et à partager des histoires autour de la table. Cette expérience immersive offre bien plus qu'un simple repas. C'est une opportunité de tisser des liens,
d'échanger des cultures et de vivre un moment authentique loin des sentiers battus. Le food surfing transforme chaque repas en une aventure culinaire et humaine inoubliable. Questions 23 à 28. Interview. Lisez les questions, ensuite, écoutez l'interview et répondez aux 2 questions. Interview 1. Questions 23 et 24. Vous êtes fondatrice et présidente de l'association Afro-Gameuse. Avec vous, on va parler du secteur des jeux vidéo en Afrique et puis aussi dans la diaspora. Alors peut-être juste une question. Pour commencer, on a assez peu l'habitude de voir des femmes se revendiquer comme gameuses. Comment est-ce que vous êtes rentrée dans le monde du jeu vidéo? Moi, j'ai tout simplement découvert le jeu vidéo quand j'étais jeune au Bénin. C'est en rentrant de l'école que je suis tombée dans un cybercafé. Je suis tombée sur un cybercafé où il y avait des ordinateurs, ce qui m'a tout de suite beaucoup intriguée. Et donc, avec tous mes camarades, on s'est rendus à l'intérieur. Et le propriétaire a eu la gentillesse de nous laisser utiliser les ordinateurs. Et sur cet ordi, il y avait le jeu Prince of Persia. Qui a été créé en 1989. J'ai commencé comme ça à jouer aux jeux vidéo. Vraiment, c'était le premier jeu vidéo d'aventure que je découvrais. Et depuis, j'ai jamais arrêté en fait. Et qu'est-ce qui vous a plu en fait dans les jeux vidéo, dans cet univers? Je pense que c'est juste un monde. Voilà, c'est tout un monde. C'est un univers qui est très immersif, qui nous raconte des histoires, qui peut aussi développer beaucoup de choses en nous, en termes de skills, en termes de compétences. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert bien plus tard, mais j'étais fascinée en fait par le fait de m'immerger dans une histoire et d'incarner en fait un personnage qui n'avait pour le coup rien à voir avec moi. Je pense que c'est vraiment l'un des médiums qui nous permettent d'incarner et d'expérimenter d'autres choses qu'on ne vit pas forcément dans le quotidien, et le côté sociabilisant aussi, parce que j'ai beaucoup joué en ligne aussi quand j'étais adolescente. Alors oui, justement, c'est une question que je voulais vous poser, parce que souvent dans les générations qui n'ont pas grandi avec les jeux vidéo, ces générations ont un peu l'impression que le jeu vidéo enferme, qu'on est seul face à un ordinateur. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui en 2023? Je pense que les joueurs et les joueuses sont toujours stigmatisés sur ce point. Ça a été le cas pendant longtemps en Afrique et aussi en France et ailleurs. Ça commence un petit peu à changer parce que justement on commence à se rendre compte que c'est finalement un secteur qui est porteur, non seulement économiquement, mais en tout cas même de manière personnelle. On se rend compte que le jeu vidéo n'est pas juste une perte de temps. On apprend des choses, on développe des compétences. Par exemple? Par exemple, moi je sais que j'ai développé beaucoup ma capacité à parler anglais. Voilà, avant ça, c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait. Interview 2. Questions 25 et 26. Vous êtes la secrétaire générale de la francophonie depuis près de 2 ans et demi. Vous avez déjà un petit peu évoqué vos priorités, mais j'avais envie de vous demander quelles sont les 2 ou 3 priorités que vous avez impulsées depuis que vous êtes secrétaire générale en 2014. Ce qui m'importe énormément, c'est d'une part qu'on agisse, je le disais tout à l'heure, sur cette calamité qu'est le chômage des jeunes. Je trouve aussi très grave de voir une pauvreté, mais la féminisation de la pauvreté. Pourquoi? Parce que, alors que c'est tout le contraire qu'il faudrait faire, vous avez des institutions bancaires qui considèrent que investir dans des initiatives économiques qui sont portées par des jeunes et par des femmes, des très petites et moyennes entreprises, et des plus grandes également, et industries, que c'est à haut risque. Alors que ce qu'il faut leur faire comprendre, que c'est le contraire. Ils créent du risque et ils viennent finalement créer de l'instabilité du fait de ne pas investir dans ces forces vives que représentent les jeunes et les femmes. Et ça, tout nous donne raison là-dessus. Donc, ça, c'est que nous portons à la francophonie. Nous l'avons aussi beaucoup focalisé sur cette problématique. Et elle est grave parce que quand vous voyez le drame, la tragédie de ces migrants qui, parce que poussés par un sentiment de désenchantement, d'impasse, d'avenir bouché, prennent tous les risques et tombent dans les filets de prédateurs sans foi ni loi et d'organisations criminelles, c'est vous dire à quel point il faut agir là-dessus, parce que on ne peut pas rester indifférent face à ce drame. Et il faut un plan
mondial à cet égard. On voit que les ambitions de la francophonie ont évolué. C'est vrai qu'au début, la francophonie, c'était la langue française, c'était la défense de la culture. Ça reste évidemment ça reste ça aussi. Part très important. Oui. La francophonie, c'est la langue française, oui. C'est aussi la diversité culturelle. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, je le redis, étant 84 États et gouvernements sur les 5 continents, ce que produit cette stratégie économique, c'est qu'elle est en train de remotiver certains pays qui s'étaient éloignés, qui étaient de l'espace francophone, hein, qui étaient de la francophonie, mais qui s'en étaient un peu éloignés, trouvant qu'il manquait presque de pertinence à cette langue française. Interview 3. Questions 27 et 28. Vous êtes le producteur du Comédia Blanca. Exactement. C'est la première édition de ce festival de l'humour dans la capitale économique marocaine. Alors comment ça vous est venu l'idée de lancer ce festival-là? Alors écoutez, on a lancé cette Tendancia, c'est l'agence qui organise cet événement. On l'a créé avec mon épouse il y a un peu plus de 2 ans. Et on a fait pas mal de plateaux de stand-up, etc. Et il y a notamment au Maroc pas mal de stand-up marocains. Mais on n'avait pas cet échange culturel. C'est-à-dire, on a des plateaux français. On a un public pour les artistes français, francophones. Et on a un public pour les artistes marocains. Mais on n'avait pas l'échange des deux en même temps. Et surtout, il y avait aussi tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, des guerres, Covid, etc. Il y avait pas mal de morosité, donc on s'est dit pourquoi ne pas apporter une petite touche de joie, de bonne humeur. On prétend pas changer le monde, mais juste créer un petit peu ce sourire, ramener ce sourire sur les lèvres des gens. Et on s'est dit allez, on va lancer un festival. On est allé chercher des artistes et c'est comme ça que l'idée est venue. Alors voilà, oui, parce que ce que vous disiez, c'est que vous avez voulu réunir des artistes francophones et arabophones. C'est un peu ça, peut-être la spécificité de ce festival. Il y aura 2 nuits parce que c'est le 17 et le 18 mai prochain, donc une nuit arabophone et une nuit francophone, c'est bien ça. Et ça se déroule à la cathédrale du Sacré-Cœur. Et là aussi, comment vous est venu de faire un festival du rire dans une cathédrale? Alors, la cathédrale du Sacré-Cœur est une cathédrale qui a été aujourd'hui désacralisée. C'est devenu un lieu d'événement depuis très, très récemment d'ailleurs. Et puis, la cathédrale du Sacré-Cœur de Casablanca reste un lieu d'échange de culture. Ça a été un monument exceptionnel de la ville qui est en plein centre-ville de Casablanca. Questions 29 et 30. Reportage radio. Vous allez entendre un reportage radio. Écoutez-le, et répondez aux 2 questions. L'heure est au montage. La première séparation. La première, c'est sur le programme, je veux dire. 5 adolescents se penchent sur l'ordinateur de Franck Brami, un réalisateur professionnel, pour choisir les scènes qu'ils vont conserver. Leur film a pour thème la différence, ou comment le refus de cette différence peut entraîner la violence. Alors en gros, c'est 2 jeunes qui se sont disputés parce que ils sont moqués l'un du poids de l'autre et l'autre de la mère de l'autre. Ils rentrent chez eux et justement ils se croisent juste dans le bâtiment. Et sur ce plan large-là, j'ai rigolé. Si Sofiane apparaît à l'écran dans cette scène, Ibrahim était lui derrière la caméra. J'étais dans le coffre d'une voiture et la voiture elle avançait pendant qu'eux ils avançaient en même temps. Les adolescents avaient le choix entre 4 thématiques, 4 sources de violence identifiées par leurs éducateurs, Freta Senlandu est l'un d'eux. Les 4 thématiques qu'on a ciblées, la différence, les réseaux sociaux, la mobilité, les conduites à risque, c'est un constat qu'on a fait, des jeunes pouvaient se mettre en danger à travers ces 4 thématiques tout simplement. Il n'y a pas comme des grands, je frappe et c'est tout. Souvent, les jeunes vont se charrier sur leurs différences, que ce soit vestimentaires, corporelles, sur le plan de la religion même, des fois. Donc, ce qui est important pour nous, c'est vraiment leur faire accéder à l'empathie. C'est-à-dire, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres.
Ibrahim, j'ai 14 ans et j'ai choisi ça parce que la différence, c'est un sujet qui m'intéresse. Je pense que c'est récurrent dans les écoles, les collèges, ça peut être dangereux, c'est le pire. Surtout que y a beaucoup de jeunes qui démarrent plus au quart de tour, on peut s'entretuer pour rien. Ça pourrait m'arriver, ou ça pourrait arriver un prochain mois par exemple. Pour Sofiane et Ibrahim, sensibiliser, dialoguer, c'est la seule solution pour enrayer la violence. La fermeté que prône le gouvernement, ils n'y croient pas. Parce que, honnêtement, quand il y a eu trop d'autorité, souvent il y a eu des violences. Les émeutes, il y a eu un abus de pouvoir, violence. Que les jeunes y parlent plus et que les adultes écoutent. Leurs éducateurs de rue acquiescent. Laurence Moreau et Wally Koïta travaillent pour l'association Le Gao du Petit Nanterre qui privilégie la prévention. Nous, en tant que professionnels, par moments, on sent l'avenir un peu bloqué pour ces jeunes. Il faudrait qu'on soit plus nombreux. L'autorité pour l'étérité, ça ne sert strictement à rien s'il n'y a même pas de personnes comme nous pour pouvoir justement en discuter avec eux. En juin, la quinzaine d'adolescents qui ont participé à cet atelier présenteront leur film au Théâtre des Amandiers, à Nanterre. Une soirée dont le titre pourrait être « La violence ne résout rien ». C'est en tout cas ce que Fatoumata voudrait que les spectateurs en retiennent. Questions 31 à 40. Documents audio divers. Vous allez entendre divers documents audio. Écoutez chaque message et répondez à la question. Question 31. Les jeux ont bien envahi l'entreprise ces dernières années. Mais ces approches ludiques se heurtent à un écueil majeur. On joue, on se détend, on se change les idées, mais cela ne garantit pas nécessairement une amélioration durable de la productivité ou de la cohésion d'équipe. En effet, sans une véritable intégration de ces activités dans la culture d'entreprise et une réflexion sur leurs objectifs, elles risquent de n'être que des distractions temporaires. Pour qu'elles apportent un véritable bénéfice, il est essentiel de les accompagner d'une démarche stratégique visant à renforcer le bien-être et la collaboration au sein des équipes. Question 32. Au milieu des jouets, un autre cadeau se taille désormais une place de choix sous le sapin de Noël des familles américaines, le kit d'analyse ADN. L'an dernier, ces tests génétiques ont fait un carton lors du Black Friday, la journée de solde organisée le dernier vendredi de novembre. Interdites en France sans prescription médicale, ces analyses en vente libre ont commencé à décoller aux États-Unis en 2013 et connaissent une croissance exponentielle depuis 2016. Le nombre d'utilisateurs a franchi la barre des 10 millions en début d'année, un chiffre multiplié par 13 en 5 ans. Cependant, certains professionnels émettent des réserves sur les tests d'ADN, soulignant qu'ils ne sont pas toujours précis à 100%. Les erreurs de laboratoire, les contaminations ou les limites des méthodes d'analyse peuvent conduire à des résultats incorrects. Concernant l'interprétation des données, des variations dans l'interprétation des données génétiques peuvent entraîner des conclusions différentes sur les mêmes échantillons. Question 33. En France, elles ne sont guère davantage que des bouteilles à la mer jetées dans le bain trouble de l'actualité. Cependant, sous leur apparente futilité, les pétitions révèlent une société en quête d'écoute et de reconnaissance. Les pétitions en ligne sont devenues un moyen d'expression populaire, permettant à chacun de faire entendre sa voix sur des sujets variés. Elles reflètent une diversité d'opinions et de préoccupations, allant des enjeux locaux aux problématiques mondiales. En réunissant des signatures, elles témoignent d'un désir collectif de changement et d'action, même si leur impact concret reste souvent limité. Elles offrent un exutoire aux frustrations citoyennes et servent de baromètre pour mesurer l'ampleur d'un mécontentement ou d'un soutien. En ce sens, elles contribuent à animer le débat public et à rappeler aux décideurs politiques les attentes de la population.
Question 34. Dans le cadre de sa nouvelle série documentaire Le Monde Animal, le magazine du dimanche raconte cette semaine l'histoire du rhinocéros blanc. Ce dernier incarne à lui seul tous les défis environnementaux, notamment le réchauffement climatique. La survie du rhinocéros blanc dépend de notre capacité à répondre aux défis environnementaux de manière efficace et coordonnée. En sensibilisant le public à travers des récits poignants et des images saisissantes, le magazine espère inciter chacun à contribuer à la préservation de notre planète et de ses précieuses espèces. Question 35. Le paratriathlon, c'est simplement la déclinaison du triathlon, mais pour les personnes en situation de handicap. C'est une discipline qui est paralympique depuis Rio en 2016. Les personnes qui vont avoir un handicap visuel, ils seront avec un tandem et avec un guide toute la course. Les personnes en fauteuil auront un matériel spécifique, notamment un handbike en vélo et un fauteuil d'athlétisme. Et les personnes debout qui ont un handicap de bras ou de jambes ou une prothèse vont utiliser leur matériel en vélo et en course à pied. Question 36. Provoquée en grande partie par les particules fines issues des gaz d'échappement, la pollution de l'air est responsable chaque année de 48 000 morts en France, presque un décès sur 10. C'est l'une des conclusions d'une enquête de Santé publique France parue il y a 15 jours. Les grandes villes sont bien sûr les plus concernées, mais autre enseignement inquiétant, en dehors des zones de montagne, personne n'est épargné. Question 37. Aujourd'hui, la révolution numérique, le numérique, c'est pas un secteur. Le numérique, c'est un vecteur de toute l'économie. Et donc, en effet, on a des inégalités très très grandes entre pays, parce que certains ont accès non seulement à la connectivité, ce qui est le minimum de base, je dirais, mais au-delà de ça, certains ont développé de l'innovation, des compétences. Si on parlait de la Chine, ben oui, la Chine a énormément investi dans la formation et dans la technologie, l'innovation comme un moteur du développement, alors que pour beaucoup de pays PMA, c'est une question qui est encore considérée comme un secteur ICT à part. Question 38. La fonction du gant était moult. D'abord, les gens étaient sales, les mains n'étaient pas jolies du tout, elles étaient plutôt à ne pas montrer. N'oublions pas non plus qu'au XVIIIe siècle, on ne montrait pas son corps. Donc c'est vraiment un acte social avant d'être un acte d'élégance. Question 39. Moi, j'ai commencé à travailler sur des poèmes que j'avais écrits en anglais et en faisant des improvisations au piano, et ça a mené vers des chansons. Donc je pense que l'un ou l'autre, on peut commencer par écrire de la poésie, ensuite faire des chansons, mais un beau poème, disons un bon poème, ne donnera pas forcément une chanson, et l'inverse aussi. Donc ça dépend de ce qu'on entend dans sa tête. Moi, je pars souvent de la musique quand je compose des chansons, et quand j'écris des poèmes, j'entends une sorte de musique sourde qui accompagne mes textes, et Peter entend autre chose, puisque lui, ça l'a inspiré pour vraiment composer.
Question 40. C'est un géant des mers, le plus grand catamaran voilier jamais construit. 47 mètres de long, 18 mètres de large, mais c'est aussi le tout premier bateau-musée au monde. Jusqu'en 2026, Art Explora arpentera les rives de la Méditerranée. Une vingtaine de villes dans 15 pays différents, avec un objectif. Faire voyager l'art et la culture pour toucher le plus large public possible. À bord notamment, une exposition immersive réalisée grâce aux collections du musée du Louvre.